Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et je suis très heureuse de recevoir ce soir mon ami Ariel Namani. Bonsoir Ariel. Ariel, ça fait la seconde fois que tu es avec nous Ouais. sur la plateforme. Tu es psychologue clinicienne et ce soir, tu voulais partager avec nous un sujet qui te tient à cœur, qui est accepter pour traverser. Ouais, exactement. Voilà, je voulais vraiment te remercier d'être avec nous et je te remercie pour tout ce que tu fais puisque tu fais partie de l'équipe intime du wellness en tant que référente. Donc, merci encore et merci d'être là avec nous ce soir. Merci Ardena. Bonsoir à toutes, bonsoir. Merci Ardena pour ton accueil. Merci pour tes petits mots aussi. C'est moi qui te remercie parce que c'est moi qui t'ai demandé ce soir à donner cette conférence. J'avais ce thème-là en tête, j'avais très envie de vous parler de ça pour des raisons perso, mais aussi parce que je pense que c'est d'actualité, ça peut parler à beaucoup de gens, etc. Donc je pense que ça peut être un chouette thème. Après, il est très vaste, hein, dit comme ça. Quand je l'ai re-regardé par la suite, je me suis dit, j'étais pas hyper convaincue. Je me suis dit, bon, accepter quoi pour traverser quoi? C'est pas super clair comme titre. Mais bon, parfois, spontanément, on obtient quand même quelque chose de chouette. Et là, en l'occurrence, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit surtout que j'avais envie de vous parler, euh, plus que d'accepter pour traverser, comment on fait quand on a du mal à accepter en fait. C'est-à-dire la vie qui continue de passer et une difficulté qui reste dans le temps, qui fait qu'on n'arrive pas à digérer un événement, que ce soit plus ou moins récent, enfin bref, qu'importe, mais l'idée que on peut se demander comment est-ce qu'on fait dans la vie pour avancer de façon pas trop dégueu, on va dire, quand on a du mal à accepter quelque chose, quand il y a quelque chose qui a du mal à passer. Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a derrière ce thème, je vais vous parler d'acceptation. Mais qu'est-ce que ça veut dire de l'acceptation? C'est pas tant l'acceptation comme dans le sens où on dirait voilà accueillir les choses, ouvrir les bras à ce qui se présente, etc. C'est plutôt dans le sens de l'intégration, de l'assimilation ou de la tolérance d'un événement. Par exemple, le fait de voilà, de se retourner vers notre passé, de se dire bah avec cet événement difficile là, j'ai intégré. J'ai intégré, c'est là. Ça n'enlève pas la douleur ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est intégré et donc ça permet de poursuivre la vie avec un niveau de douleur ou de souffrance qui n'est pas trop intense. Et donc, qui permet de poursuivre correctement. Donc, aujourd'hui, je vais majoritairement vous parler d'acceptation et d'intégration des choses et je vais vous faire un parallèle entre la psyché, ou la psyché pour ceux qui préfèrent, et le soma. Le soma, c'est ce qui concerne le corps. Et c'est surtout pour vous dire une chose, parce que je trouve que ça parle un peu plus comme ça. C'est qu'en fait, l'acceptation ou l'intégration sur le plan psychologique, c'est le pendant de la digestion sur le plan somatique. Voilà, donc si vous voulez, de la même manière que notre corps ne digère pas certaines choses, il y a des choses qui, sur le plan psychique, ne passent pas. C'est un petit peu pour donner une image. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on étudie ensemble le pourquoi. Pourquoi il y a des choses qui passent pas? Pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à intégrer? Comment ça se passe un petit peu sur le plan psychologique? Moi, je vais vraiment vous donner mon regard en tant que psychologue. Ce que je vais vous dire, c'est pas forcément hyper exact parce que évidemment là aujourd'hui, je pourrais vous faire une masterclass de 48 heures. J'aurais aucun problème à vous parler de ce thème-là en long, en large, en travers, parce qu'il y a énormément de choses à dire et qu'en plus c'est un thème un peu existentiel et qui fait pierre angulaire dans la psychologie. Donc on pourrait vraiment mais déblatérer sur ce sujet, croiser les regards, parler de façon très transversale, transdisciplinaire. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Donc je vais à certains moments être très brève, très presque vulgaire en fait, par exemple certaines notions comme la notion du traumatisme, la notion du deuil,
Euh, je vais aussi vous parler un petit peu de la dépression, par exemple, mais je vais rester très... vous allez me comprendre, ça c'est sûr, mais je vais être très schématique. Donc voilà, ne vous dites pas qu'on est sur de la psychologie de haute voltige là ce soir, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez juste. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, mais voilà, c'est possible que ce soit un petit peu résumé pour certaines notions, et donc pour celles qui pourraient s'y connaître un peu, être calées sur telle et telle notion, le traumatisme, notamment celles qui font du coaching, de la PNL, de l'EFT, etc. Soyez pas trop choqués par le fait que je vais être très mainstream, donc je vais faire en sorte d'être comprise par le plus de monde possible et que ça puisse parler à plein de gens. Voilà, donc on va s'intéresser à qu'est-ce qui peut empêcher les différentes intégrations de se passer dans nos vies et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à ce genre de blocage. Voilà, on va émettre quelques pistes de réflexion. Donc voilà, ça c'est une petite intro pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la conférence. Il y a juste Orly qui lève la main, mais je ne sais pas si c'est normal. Mais de toute façon, on prendra un petit temps, je pense, à la fin pour les questions et tout. Ok. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de, finalement, de quoi on parle quand on parle d'intégration. D'acceptation, d'intégration, qu'est-ce qu'on veut intégrer? C'est quoi le propos? Ok. Et donc, on va commencer par ça, ça va être beaucoup plus logique. Donc, tout au long de la vie, on a des changements qui s'opèrent. C'est des changements positifs ou négatifs, ça, c'est pas grave. En tout cas, l'idée à retenir, c'est qu'on est en mouvement perpétuel. C'est certainement quelque chose que vous savez déjà. Et que parfois, il y a des événements notables pour lesquels on peut se dire, il s'est passé quelque chose. Donc, parmi ceux-là, on peut citer pêle-mêle, rencontres, mariage, naissance, maladie, changement professionnel, déménagement, etc., etc. Et parfois, il y a des choses sur lesquelles, a priori, il ne s'est rien passé de notable. Donc, en regardant les choses avec un peu de recul, on se dit, il ne s'est rien passé. OK? Mais c'est pas parce qu'il s'est rien passé ouvertement dans la réalité que rien ne se passe dans le fond, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Okay, donc en fait, il y a tout un tas de choses qui se passent tout le temps en permanence. Maintenant, est-ce que c'est relié à un événement réel, récent? Pas forcément. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent en consultation en psychologie en disant, je suis mal, et je sais pas pourquoi. En tout cas, il n'y a rien eu. D'accord? Et quand on va un peu plus loin, quand on commence les explorations, les entretiens qu'on appelle d'anamnèse avec ces gens-là, donc on pose des questions, on essaye voilà, de voir qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ces gens-là, etc. En réalité, qu'est-ce qu'on se rend compte, mais très très rapidement, c'est qu'il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Donc, euh, et là, surtout ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des choses qui ont été encaissées. C'est pas des choses qui ont été intégrées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les événements, ils se sont présentés et la personne, elle a fait face, elle a encaissé. Elle n'avait pas le choix. Il y a eu tel et tel événement. Elle a pris sur elle. Ça s'est passé. Par contre, l'écho que les choses ont eu pour elle, elle n'en a pas nécessairement pris la mesure. Vous voyez? Donc ça, c'est quand on va parler d'intégration des événements de la vie, on parle de ça, on parle de l'écho que les choses ont pour nous en tant que personne et comment on va réagir de façon très singulière, chacun à sa manière. Après, évidemment, il y a des grandes lignes de fonctionnement qu'on peut retrouver d'un individu à l'autre, etc. Il y a différentes structures psychologiques et des grandes structures, et puis les gens se dispatchent entre les structures, mais grosso modo, on a quand même tous un mode de fonctionnement qui nous est quand même propre, d'accord? Et donc, ce que je cherche à vous dire par là, c'est que il y a des personnes qui encaissent et qui n'intègrent pas, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'elles intègrent ou pas, qu'elles encaissent, etc. Ça, on va le voir juste après. Qu'est-ce qui peut intervenir dans cette logique-là? On va en parler juste après. Par exemple, j'avais une femme qui venait en consultation, qui expliquait qu'elle allait super mal, que pourtant,
tout allait bien dans sa vie a priori, au niveau de son compagnon, ça se passait bien, son travail se passait bien, elle n'avait pas de problème d'argent particulier, elle gagnait sa vie, il y avait, comme on dit, RAS. RAS à RAS, sauf que quand j'ai posé la question de savoir rapidement si elle avait perdu quelqu'un récemment, elle me dit non, récemment, non. Et puis elle me dit, j'ai perdu mon père il y a 15 ans. Et à ce moment-là, elle s'effondre. Et l'émotion qui jaillit dans un moment comme celui-là laisse penser qu'effectivement, c'est pas intégré. C'est encore tout vivace comme ça. Après, la question se pose de savoir est-ce qu'on peut un jour intégrer pour de bon la perte d'un parent, quel que soit l'âge qu'on a, c'est une vraie question et on peut facilement envisager que ce soit très légitime, même à 90 ans, de pleurer encore peut-être sa mère ou son père. D'accord. D'ailleurs, je crois que sur le plan symbolique dans le judaïsme, il y a quand même quelque chose en lien à la perte des parents qui est particulièrement marqué pour le coup. Mais c'est pour vous dire que y a quand même quelque chose qui montre que c'est comme si c'était récent chez cette personne-là, ce qui me montre à moi en tant que professionnel qu'il y a quelque chose, peut-être un travail d'intégration qu'on pourrait faire ensemble pour que les émotions soient plus digérées, non pas absentes, mais juste digérées, et qu'on puisse, qu'elle, elle puisse poursuivre sa vie avec un peu plus d'apaisement, un peu plus de sérénité. Mais donc, tout ça pour vous dire que quels que soient les événements de vie, ce qui compte, que ce soit des événements positifs ou négatifs, ça va être la même chose. Je vais vous donner un exemple dans le positif, c'est d'intégrer ce que ces choses nous font vivre personnellement et ce que ça nous fait ressentir et éprouver. D'accord. J'espère que jusque-là, c'est assez clair. Donc, on se, comment dire, en fait, l'idée, c'est d'intégrer nos propres émotions. C'est quoi ces curseurs d'intégration? C'est de se dire, est-ce que les émotions que j'ai ressenties, est-ce que, euh, voilà, je vous parlais d'écho tout à l'heure, l'écho que ça a pour nous, la résonance, la façon dont ça nous fait nous sentir, est-ce qu'on l'a conscientisé? D'accord? Et il y a plein de moments de vie dans lesquels potentiellement, quand il se passe trop de choses en même temps, quand les gens n'ont pas le temps, quand en plus de ça, il peut y avoir de la flemme ou parfois de la peur ou un découragement à l'idée de se poser vis-à-vis de ses propres ressentis quand il y a quelque chose de gros qui se passe ici et maintenant, on peut être très très rapidement débordé par les événements et le train de la vie qu'on mène tous fait que, bah, en fait, il faut suivre, il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire à manger, il faut continuer à s'occuper des enfants, il faut. Et du coup, bah, on ne prend pas nécessairement le temps de se dire, attends, je me sens comment là, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi compte tenu de cet événement. D'accord? Donc ça c'est un petit peu la base du décor. Quand on parle d'intégration, on parle de tout ça. Maintenant, il y a des périodes de vie qui passent où il ne se passe pas grand-chose et on se dit, rien à intégrer, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Et puis, il y a des moments qui sont très denses où il y a des périodes charnières où il va se passer énormément de choses. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à intégrer d'un coup, entre guillemets. Et c'est là que potentiellement, il peut y avoir un mécanisme de débordement à un moment donné. On va y venir un petit peu plus loin, un peu plus en détail. D'accord? Mais donc, ces émotions et ces énergies, ces fluctuations, tout ça, c'est à intégrer. Et c'est là qu'on a un problème. Je vais y venir juste après, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la suite de la conférence de ce soir. Pourquoi, pourquoi on a un problème à partir de là? Le problème, c'est que, bon, a priori, vous allez me dire que quand c'est des émotions positives, c'est facile à intégrer. Bah, moi, je vais vous répondre que non, mais c'est mon regard personnel et c'est mon regard aussi avec mon recul en tant que professionnel de la santé mentale. C'est que même positif, c'est pas facile d'intégrer les choses. Pourquoi? Parce que ce qui domine en majorité sur le plan psychologique, c'est ce qu'on appelle de l'ambivalence. Je ne sais pas si ça va vous parler, si ça parle à certaines ou d'autres peut-être pas du tout. Je vais expliquer un petit peu rapidement ce que c'est pour que ça vous donne une idée. Et je vais vous donner un petit exemple pour vous faire rigoler, ça va vous faire capter. Donc, une espèce de magma de positif et de négatif en fusion, c'est-à-dire où tout se mélange. Ce que je cherche à vous dire, c'est qu'en fait, en majorité, dans la vie, notre ressenti, il est plutôt gris. Il est rarement, vous voyez, chez les enfants, on voit quand c'est positif, ça explose, quand c'est négatif, ça explose aussi, enfin, tout explose, entre guillemets. Là où, quand on arrive dans la psychologie de l'adulte, en général, à part quand on parle de psychopathologie, d'accord, attention, c'est. D'accord, donc dans la grande majorité des cas, en dehors des cas de psychopathologie,
Et psychopathologie, ça ne veut pas dire psychopathe, d'accord? Ça veut simplement dire les moments où on peut rencontrer des troubles psychiques. Mais donc, sinon, la plupart des gens, en temps normal, on est dans du gris. On est dans du gris. Il en faut beaucoup pour nous faire éprouver une joie intense. Il en faut pas beaucoup de la même manière pour nous faire éprouver quelque chose en négatif. Le négatif prend plus facilement sa place, mais sinon, grosso modo, il y a quelque chose quand même de bon, ok, ça reste plutôt, je vous disais gris, je vais vous dire peut-être neutre aussi, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'avoir des dénivelés, d'accord? Et l'ambivalence, c'est cette idée selon laquelle il y a un mélange tout le temps. C'est ni oui ni non, c'est pas très positif, c'est pas très négatif, c'est quelque chose comme ça qui est, ça marche ensemble, d'accord? Donc l'idée, c'est de se dire que la majeure partie du temps, c'est difficile de se dire à soi ou de dire à quelqu'un d'autre ce qu'on ressent vraiment parce que c'est très compliqué et que c'est mélangé. D'accord? Si je vous, si je vous pose la question comme ça, bon, je vais vous donner une petite astuce de psy. D'accord? Une petite astuce de psy qui veut, qui consiste à insister 3 fois pour connaître la vérité. Vous la connaissez celle-là ou pas? Non. Je suis sûre que vous la connaissez pas. Bon, je vous la donne, d'accord? Trois, insister 3 fois, petite astuce de psy pour connaître la vérité, d'accord? Si vous croisez un mec demain, vous voulez savoir s'il est encore bien accro à sa femme, d'accord? Donc vous lui demandez, est-ce que tu aimes ta femme? Il va vous répondre, bien sûr, j'aime ma femme. Ok, mais est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Ouais, bon, parfois elle m'agace un petit peu, mais bon, c'est normal. Ah, elle t'agace un petit peu, mais tu l'aimes alors. Bon, en réalité, j'en peux plus. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout, à force d'insister, vous allez avoir des éléments compliqués qui vont surgir. C'est une petite blague pour vous dire que finalement, plus on va dérouler les choses, plus ça va être complexe. Voilà, dans tous les liens, même les liens les plus purs, les plus beaux, là je vous ai pris l'exemple du mari qui aime sa femme parce que voilà, ça nous fait un petit peu marrer, ça nous fait sourire, mais en réalité c'est pour vous dire quoi que même dans les sentiments les plus purs, les plus beaux, les plus justes, c'est ceux qui ne se remettent pas forcément en question, on aime nos enfants, etc. Même dans ces liens-là, il y a ce qu'on appelle de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments qui sont un petit peu plus violents que le reste, c'est-à-dire un peu de rancœur, des attentes, voilà, dans chaque relation qu'on va avoir dans la vie, si vous vous posez un petit peu et que vous faites un peu le point de vos différentes relations, toutes sans exception, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un contrat. Il y a un contrat, il n'est pas forcément, c'est pas une ketouba pour le coup, pas toujours. C'est pas un contrat officiel, c'est un contrat tacite. C'est quelque chose qui ne se dit jamais. Mais c'est un contrat qui est fait d'attente, qui est fait d'échanges. Où en fait, c'est-à-dire que ça fonctionne comme ça. Et personne ne se le dit jamais. Voilà, je suis ton père tant que tu fais si, ça et ça. Personne ne fait ça. Je suis avec toi et tu peux compter sur moi en tant que ta femme tant que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et s'il n'y a pas ça, alors là, tu me reverras plus. Non, ça ne se dit jamais, mais par contre, c'est toujours là. Et c'est toujours là, pourquoi? Parce qu'il y a de l'ambivalence dans les liens. On n'est pas ensemble, tous ensemble, pour rien. Voilà, il y a des enjeux dans les relations, et ça guide un petit peu les échanges relationnels. On parle vraiment sur le plan affectif, sur ce qui lie les gens ensemble. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Alors pourquoi? Je vous parlais de tout ça pour vous dire que donc les sentiments sont tous mélangés. Même s'il y a beaucoup de positifs, il y a un espèce de métissage des sentiments. Ça, c'est hyper important. Et donc, il n'y a pas un seul lien sans dette, sans enjeu, sans risque et sans attente. OK? Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les gens, ils peuvent vouloir éviter de se poser face à ce qu'ils ressentent. Vous voyez? C'est-à-dire que déjà, sans parler d'événements, ni graves, ni positifs, ni rien du tout, sans événements, une vie d'un calme plat, déjà, c'est une vie compliquée. Mais quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ouais, je suis pas bien, mais bon, il y a tellement pire que moi, je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai le droit de pleurer, de me sentir que. Regardez, la vie déjà, quand elle se passe au mieux, elle est compliquée.
C'est compliqué. C'est compliqué d'être en vie, c'est compliqué de ressentir ce qu'on a à ressentir, c'est compliqué de grandir, c'est compliqué de mûrir, c'est compliqué de mourir. C'est compliqué. D'accord? Donc déjà, quand ça se passe au top du top, c'est super dur. C'est dur. Il y a des choses merveilleuses à l'intérieur. Attention, c'est pas la question du sens de la vie qui est elle peut être dure, ça va concerner chacun. Par contre, il y a cette histoire de d'être en vie et de ressentir ce qu'on a à ressentir en étant en vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est l'expérience humaine, c'est une expérience qui est propre à l'être humain. Attention, ça ne veut pas dire que les animaux ils ressentent pas, etc. D'accord, mais on est dans un autre délire. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est le propre de l'être humain de ressentir les choses avec une telle complexité. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? In fine, c'est pour vous dire que déjà, ce travail d'intégration, avant toute chose, en fait, même s'il ne se passe rien, vous avez déjà beaucoup de choses à intégrer. Vous avez à intégrer d'où vous venez, de qui vous venez, qu'est-ce qui s'est passé peut-être avant vous, de quoi vous avez envie dans la vie, voilà, quels sont les enjeux déjà sans qu'il y ait aucun événement qui vienne se rajouter. Maintenant, ça, ça rend, comment dire, c'est, ça montre, du coup, avec d'autant plus de facilité, le propos suivant, c'est que le travail d'intégration, il devient d'autant plus difficile quand il y a un événement douloureux. Vous voyez tout ce qu'on vient de se dire là, tout ce que je viens de vous décrire qui peut paraître évident pour certains, mais déjà on se rend compte que bon, c'est pas donné. Déjà, ça prend énormément d'énergie. Et c'est pas tout le monde qui a envie de vivre en omni-conscience, entre guillemets, c'est-à-dire avec une surconscience du fait d'être en vie, du fait d'être à sa place, d'avoir ci et ça comme peut-être mission. Enfin voilà, c'est déjà quelque chose de très très prenant, d'accord? Bon, c'est pour ça qu'il y a des psys aussi. By the way, c'est parce que tout le monde n'a pas la force de le faire comme ça spontanément tout seul qu'il y a des psys. Mais donc ce travail d'intégration, il est d'autant plus difficile quand il y a un événement douloureux qui arrive. Et la plupart des gens entrent en thérapie suite à un événement douloureux. Pourquoi? Parce que ça crée un débordement massif de la psyché. Donc à ce moment-là, je vais vous expliquer comment, mais il y en a trop. Il y a trop à penser. Et donc là, c'est vraiment plus possible d'intégrer les choses. Parce que ne pas faire de travail d'intégration quand il se passe rien de spécifique dans nos vies, bon, ça permet peut-être pas d'avancer de façon optimale, mais en tout cas, on se sent pas nettement freiné non plus. On est dans un truc où voilà, c'est footing du dimanche. On est bon, on est dans un rythme un peu de croisière. Il n'y a rien de particulier, donc bon, on le fait, on le fait pas. Voilà, ça va peut-être pas changer drastiquement le cours des choses. Par contre, quand il y a un événement potentiellement grave qui vient se rajouter à tout ça et que ça crée un débordement psychique, à ce moment-là, c'est impératif de faire ce travail d'intégration. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, c'est pas qu'ils viennent de bonté de cœur à ce moment-là, ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils viennent en thérapie parce que là, ils se disent, je vais en avoir besoin pour m'en sortir, je n'ai pas le choix. Ils se retrouvent au pied du mur. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que c'est paradoxal parce que du coup, ça fait qu'on va apprendre à intégrer les choses de la vie dans le dur. Bon, ça, du coup, ça rejoint l'idée selon laquelle bah, c'est dans les épreuves qu'on apprend et qu'on devient plus fort. C'est un petit peu un petit peu drama à l'américaine, mais il y a peut-être enfin, dans tout, il y a un petit peu de vrai. Là, c'est intéressant de se dire que du coup, la situation, c'est un petit peu comme si, en fait, la vie de tous les jours, la vie, entre guillemets, sans événements graves, voilà, un truc un peu routinier, comme c'est pas trop compliqué, allez, on va pas se demander comment intégrer les choses, etc. C'est pas la peine. Donc ça, c'est le terrain plat. Par contre, on se retrouve sur une pente pourcentage 10. Et à ce moment-là, on se dit, bah là, il faut que j'apprenne. Là, il faut que j'apprenne à intégrer, que je me magne et que je le fasse bien, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est dans la difficulté, on va apprendre par le plus dur, le chemin le plus difficile, une intégration qu'on peut apprendre en réalité au quotidien avec les choses de la vie, que ce soit les petites contrariétés, même les événements qui peuvent être très positifs, etc. Mais se demander qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, où je me situe, etc. Des questions qui sont très personnelles, mais qui disent quelque chose de ce qui vous êtes au fond dans le monde à votre place à vous. Voilà, donc ça c'est la première partie de la conférence de ce soir. On a parlé de l'intégration
et de ce qui peut faire qu'on peut un petit peu rechigner à intégrer ou ne pas se sentir forcément les moyens de le faire, etc. Et puis de l'ambivalence. On a parlé de l'ambivalence. Ok? On va poursuivre un petit peu, si ça vous va. Ok. On va poursuivre un petit peu et je vais vous parler de choses un petit peu plus complexes et je vais le faire de façon un petit peu plus schématique. Je vais vous parler grosso modo de processus de deuil, de choc psychologique et de traumatisme. Et pourquoi, vous allez voir juste après. Donc, enfin, je vais peut-être vous en dire un petit mot quand même de pourquoi je vous parle de tout ça. Bah, c'est ce qu'on s'est dit juste avant, en transition, en réalité, c'est que c'est des événements qui viennent en fait déborder la réalité psychique d'un individu. Donc à ce moment-là, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations à traiter d'un coup pour le cerveau, pour les aficionados de la cognitive et pour la psyché, pour ceux qui préfèrent ce terme-là. Mais donc ça veut dire que d'un coup, les capacités psychologiques elles vont se retrouver saturées de chez saturées. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du processus de deuil. Et le processus de deuil, comme son nom le dit, c'est un processus. Ça veut dire que c'est un travail, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est un travail d'intégration psychique qui ne concerne pas que le décès, mais toute perte. Et encore une fois, c'est pas toujours négatif. Par exemple, un travail de deuil peut concerner la période du postpartum, quand on devient parent pour une première fois, ou même pour une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Enfin bref, à chaque fois qu'il y a un changement comme ça, on va se retrouver à devoir intégrer un changement. Il faut faire le deuil de quoi? C'est pas nécessairement une mauvaise chose d'en faire le deuil, mais il faut capter, ça veut dire qu'il faut le temps à l'esprit de comprendre que le temps d'avant, sans cette personne en plus qui vient d'arriver, est révolu. Donc on va vers une nouveauté, c'est ce temps avec le bébé qui vient d'arriver et lui faire une place, etc. Donc ça, en soi, c'est un travail de deuil. C'est un travail de deuil et d'acceptation de ce qui est en train de se passer maintenant. Mais c'est du côté qui est plutôt joli, voilà, ça fait envie de faire un travail de deuil dans le cadre d'une naissance. Par contre, faire un travail de deuil pour une personne décédée, c'est une autre paire de manches. Bon, là, je ne vais pas vous parler, moi, personnellement, des 10 étapes, là, enfin, où des fois ils disent 5, des fois c'est 4, des fois c'est... Bon, grosso modo, vous allez retrouver à peu près des traits assez similaires d'une discipline à une autre, mais vous pouvez lire beaucoup la question de la période du déni, ensuite de la colère, de la tristesse, puis de la résilience ou de la reconstruction. Enfin, moi, je n'aime pas trop parler du processus de deuil en ces termes-là. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Parce que j'estime que, bah, comme tout le reste de la vie, c'est quelque chose qui est très fluctuant et très dépendant de ce que chacun est. Et j'estime qu'il y a des deuils qui peuvent prendre peut-être quelques mois, années à être faits. Et puis il y en a pour qui ça va prendre 10 ans, 15 ans, voire même c'est infaisable. Et ça va dépendre beaucoup de la relation qu'on entretenait avec la personne. Ça va dépendre des capacités psychiques qu'on a à ce moment-là. Ça va dépendre de l'environnement qui nous entoure et de comment on est soutenu. Enfin bref, ça dépend vraiment de un milliard de choses, sans compter le fait que, pour certains, ça peut être très rassurant de ne pas finir le deuil complètement parce que c'est aussi une manière de garder un petit peu le souvenir, la personne avec soi. Donc voilà, on peut tous avoir un rapport différent au deuil, mais ce que je cherche à vous dire par là, c'est que le travail de deuil, c'est majoritairement un travail d'intégration psychique. C'est maintenant que je voudrais vous faire une toute petite parenthèse sur la dépression. Pourquoi je veux vous parler de la dépression? Bah, parce que souvent, d'abord, on la rencontre au moment d'un processus de deuil, mais aussi parce qu'on la rencontre quand on a du mal à intégrer différents éléments de nos vies. D'accord? Donc, on parlait d'intégration tout à l'heure, hein, l'acceptation pour traverser la vie du mieux possible, etc. Et l'idée qu'une dépression, elle se rencontre souvent dans un moment où, en fait, on n'arrive plus à traverser et la question se pose de savoir pourquoi, qu'est-ce qui empêche de traverser. Et je voulais vous parler de la dépression aussi parce qu'il s'agit en réalité, ça c'est important de le savoir quand on aime bien d'abord connaître juste simplement les choses, parce que la dépression, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens.
Euh, et il y a de quoi. Je ne veux pas vous relativiser l'importance d'une dépression, surtout qu'il y a des gens qui entrent en dépression et qui n'en sortent pas, donc qui font des dépressions chroniques et assez carabinées. Donc dans ces cas-là, ça peut être grave, très désagréable et ne pas être constructif. Mais à la base, avant toute chose, avant de parler du pire, entre guillemets, la dépression en soi, c'est un, c'est un processus qui est plutôt très sain et plutôt bien fait. La dépression, c'est en réalité un trouble qui peut être tout à fait passager et qui, en général, se déclenche dans un moment où donc il y a eu une perte ou un changement et qu'en réalité, sur le plan de l'économie psychique, je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est qu'une économie psychique, mais sur le plan psychologique, grosso modo, ce qui se passe, c'est que tout l'investissement qu'on avait fait de la situation ou de la personne qu'on perd, ben, on sait qu'on la perd. Donc, qu'est-ce que fait la psychologie humaine? Elle retire ses investissements. Vous voyez, imaginez un petit peu comme, je ne sais pas, pour celles qui sont dans la bourse ou la finance, ça va peut-être vous parler, qu'il y a eu des investissements envers une personne ou une chose. La chose est perdue, change, il y a une rupture amoureuse, je ne sais pas. Voilà, plein de situations qui peuvent vous parler dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? On retire. On retire l'investissement qu'on avait placé en cette chose ou en cette personne, d'accord? Et c'est ce mouvement de retirer qui va provoquer une dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée à la base, c'est de reprendre tout cet investissement qui est un investissement affectif, de le reprendre à l'intérieur de soi. C'est un mouvement en soi qui est coûteux, c'est-à-dire que c'est douloureux de devoir désinvestir quelque chose, rapatrier l'affect qu'on avait mis dans une chose ou sur quelqu'un à l'intérieur de soi. Ce mouvement-là, il est douloureux. Mais pourquoi est-ce qu'on rapatrie? Comme quand on rapatrie quelqu'un parce que ça va pas, on rapatrie des affects parce que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de porter secours, c'est-à-dire c'est de ramener l'énergie à l'intérieur de soi pour soi. Donc à la base, le mouvement de la dépression, et c'est pour ça qu'en général les gens, ils ont un mouvement de désintérêt total envers l'extérieur, ils ont envie de rien, ils ont une période de dégoût, où tout est terne, où tout est endormi, avec parfois beaucoup de tristesse ou quelque chose de très anesthésié. Enfin bref, la dépression, c'est un truc qui est compliqué, mais pour vous en donner quelques petites lignes comme ça, l'idée, c'est qu'à la base, c'est fait pour se retrouver soi, faire un point, et ensuite un travail d'intégration par là et ensuite seulement se dire, bah, maintenant c'est capable, enfin, c'est possible, donc la personne est à nouveau capable de réinvestir, c'est-à-dire de repartir vers l'extérieur, de refaire ces mouvements d'investissement dont je vous parlais. Vous voyez, il y a eu un mouvement de rapatriement, et là, ça redécolle, ça repart vers l'extérieur. Donc à la base, la dépression, c'est un processus très sain d'intégration de quelque chose de réel qui s'est passé, qui change la donne. Vous voyez? Et ça, c'est important pour moi de vous le dire parce que je trouve que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens et je comprends aussi pourquoi. Et en même temps, je pense que tous ceux qui ont traversé une dépression pas trop grave, pas trop longue et qui s'en sont sortis derrière, je pense qu'ils ont quand même toujours en tête bon, l'idée qu'ils n'ont pas envie d'y retomber, ça c'est sûr, mais aussi l'idée que ça a servi à quelque chose et que il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que en général, quand on a traversé cette phase de dépression, d'ailleurs, je prends toujours l'image de l'avion, du rapatriement, etc. Une dépression, c'est quoi? C'est une dépression. Ça veut dire que c'est la pression qui s'en va. Vous voyez? Et donc, c'est un mouvement d'atterrissage en réalité. Donc, un atterrissage, effectivement, il y a des fois où on se crache et puis il y a des fois où ça peut se faire aussi plus en douceur. L'idée, c'est que voilà, ça permet de se récupérer, d'intégrer les changements, d'intégrer, de se demander où est-ce qu'on en est, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je ressens, etc. Et c'est un mouvement qui est potentiellement triste et potentiellement pesant, mais qui est important. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse qui me tenait à cœur. Et puis, on pourra en rediscuter après si vous voulez. Je vous parle de tout ça aussi. Pourquoi? Pour en venir à la notion de traumatisme. La notion du traumatisme, je vais être très brève, très vulgaire dans le sens schématique. Donc ne soyez pas heurtés pour les plus calés en la matière de traumatisme, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de traumatisme vicariant, direct, indirect, etc. Je vais pas vous faire un cours sur le trauma.
Je ne vais pas vous parler d'ailleurs de traumatisme en tant que tel, je vais vous parler de l'économie du traumatisme. Et vous allez voir, je pense que vous attendez pas en psychologie à faire des cours d'économie. Mais en réalité, c'est pour vous dire que la psychologie, c'est un système économique. Pourquoi? Parce que sur le plan psychique, on est régi par ce qu'on appelle le principe d'homéostasie. Le principe d'homéostasie, c'est un terme que vous connaissez peut-être si vous êtes dans le médical. L'homéostasie, c'est en réalité l'équilibre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le plan psychologique, l'humain cherche avant tout à garder l'équilibre et surtout à traverser la vie en se cassant la tête le moins possible et en prenant le moins de risques et en prenant le plus de plaisir possible. Voilà, ça, ça c'est le modèle économique de la psychologie humaine. Ok. Donc en gros, votre tête c'est EasyJet. Elle veut aller tout droit à destination en dépensant le moins possible. Ok. C'est ça l'idée. On est toujours dans l'avion, hein. Vous avez vu que j'ai envie de partir moi en ce moment. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que sur le plan psychologique, on est sur quelque chose d'économique. On essaye d'aller droit au but, le plus possible. Bon, j'ai aussi un mari qui est supporter de l'OM, mais ça reste entre nous. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que dans la vie, à minima, il y a des turbulences. Et dans le pire des cas, il y a des crashs. Voilà. Donc, ce que je cherche à vous dire, c'est quoi? C'est que le trauma, c'est ça, de façon très très schématique, mais juste pour vous en donner une idée très parlante. L'idée, c'est que le trauma, il intervient potentiellement dans les moments où l'équilibre psychologique, l'économie psychique, elle est complètement compromise. Parce que donc la tête, elle passe son temps à se dire, ah c'est bon, je fais ma balance, ouais là on est bien, ouais là ça va, ça dépasse, et ça truc, et non, 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 et bon, et voilà, tac, 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 comme ça, en permanence, d'accord? Ça, c'est le fonctionnement lambda d'une psyché humaine. Mais quand il y a un événement qui vient se rajouter par-dessus, et parfois c'est pas un événement qui est nécessairement grave objectivement, d'accord? Mais c'est la résonance que ça peut avoir pour la personne qui peut être plus compliquée en réalité. C'est pour ça que entre différentes personnes, un même événement peut être vécu de façon très différente. Il y a des gens qui traversent des drames et ils sont debout, on se demande comment, et puis il y en a qui traversent des choses qui a priori sont pas très graves, mais eux, à l'échelle de leur vie et compte tenu de leur histoire, des armes qu'ils ont eux à l'intérieur pour faire face aux choses, c'était beaucoup et ça les flingue. Voilà. Donc c'est pour vous dire que en réalité, le plan psychologique, il peut se retrouver débordé très très rapidement. Alors, attention, tout n'est pas un traumatisme. Mais dès que l'appareil psychique, il se retrouve confronté à des déséquilibres comme ça, qui sont difficiles à gérer pour lui, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est débordé. Et donc, qui dit débordement, dit flux, afflux d'informations que la psyché ne peut plus intégrer. On parle encore du travail d'intégration. Donc, vous voyez, on revient un petit peu sur les bases de tout à l'heure, sur notre début de conférence, où finalement, vous vous rendez compte que, bah, en fait, il est toujours, toujours, toujours question de l'intégration des choses. En fait, c'est un petit peu comme si on était des ordinateurs. Attention, pas sur le sens automatique, on n'est pas du tout des automates, mais en fait, on est fait pour intégrer les choses. Et quand on n'intègre pas, on bug. Donc, quand on bug, ça peut se traduire de plein de façons, mais effectivement, ça peut donner lieu à des gros débordements psychiques, donc des émotions complètement dévastatrices dans le sens où elles sont très très débordantes et elles prennent beaucoup beaucoup d'énergie et on n'arrive pas à les canaliser, à les calmer, à les apaiser, etc., à revenir à entre guillemets à quelque chose d'un peu plus normal pour nous-mêmes, quelque chose dont on aurait l'habitude et qui nous permettrait de fonctionner à peu près correctement. Ça peut donner lieu à différents troubles, que ce soit des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, enfin des troubles de l'alimentation, des troubles sexuels, etc., etc. Parfois, c'est sur le domaine professionnel que ça peut se répercuter. Et voilà, grosso modo, donc dès qu'il y a du trop, ben, il y a un problème sur le plan de l'intégration psychique qui ne se fait plus. Et donc, le travail d'intégration est complètement compromis. À ce moment-là, il n'est plus possible, ça ne fonctionne plus, la tête souffre, le corps souffre. Et je vous parle du corps, c'est important parce que ça, c'est un aspect que personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup
comment dire, je l'ai vraiment minimisé dans ma vie. Moi, j'avais surtout l'habitude de, voilà, je rencontre des gens qui vont mal psychologiquement, mais quelque chose où le corps reste de côté. Et plus récemment, j'ai vraiment fait l'expérience d'une souffrance psychologique qui peut se traduire dans le corps. Pour moi, c'était la première fois. Peut-être que ça va en parler ça va parler à certaines. Et à vrai dire, là, vraiment, ça a changé mon regard sur ces choses-là. J'ai toujours eu conscience sur le plan professionnel que ça s'imbrique, hein, le corps, l'esprit, ça fonctionne ensemble, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, etc. Mais quand on l'éprouve, je crois que ça fait une petite différence quand même. Et donc, la tête souffre quand c'est débordé, le corps se met à souffrir aussi. Ça ne veut pas certainement tout le temps dire que vous allez somatiser ce que vous ressentez dans la tête. En revanche, ça montre que quand c'est trop pour la tête, c'est trop pour le corps. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, répond ensemble, parfois. Notamment dans le cas du choc psychologique, où là, vous pouvez vraiment avoir le corps choqué comme la tête. Alors que sur le plan physique, a priori, il ne s'est rien passé, mais c'est le retentissement du choc qu'il y a eu sur le plan psychologique qui vient se traduire dans le corps. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop rapide. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit sur lequel vous avez envie qu'on revienne, moi, je vous propose de prendre une petite note, comme ça, vous pourrez me dire en fin de conférence, voilà, ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y a des questions, s'il y a des petits points sur lesquels vous voulez que je revienne, je reviendrai sans problème. Là, c'est vrai que je suis dans mon truc et je ne me rends pas nécessairement compte. Il y a peut-être un peu de jargon, etc. Vous me dites, ok? Mais tout ça pour vous dire que, bon, ok, là, on a fait un petit peu l'état des lieux. Qu'est-ce qui peut faire que c'est difficile d'intégrer les choses de la vie? Donc, c'est à chaque fois qu'il y a un trop plein, c'est difficile à partir de là pour l'appareil psychique de faire son travail d'intégration. Et on a montré dès le début de la conférence que même quand il n'y a pas de trop plein, c'est difficile de faire un travail d'intégration parce que en fait à la base on a envie de chiller et que c'est pas chill du tout de faire un travail d'intégration. Voilà, excusez-moi. Maintenant, partant de là, ça c'est un peu tout ce qu'on voulait dire sur le plan théorique. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien toujours vous proposer des pistes de réflexion, des débuts de quelque chose, quoi, parce que je trouve ça super chouette de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se passe, comment c'est censé se passer, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Mais j'aime bien aussi que vous ayez des billes derrière. Alors, c'est pas nécessairement des baguettes magiques ou une réponse toute faite comme ça, mais c'est des petites pistes pour commencer à réfléchir de façon concrète. Chacune peut regarder un petit peu à l'échelle de sa vie, voir ce qui lui parle. Parfois, c'est pas pour vous, c'est pour un ami, une amie, la tante, je sais pas qui vous voulez. Mais donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petites pistes de réflexion. Donc, grosso modo, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation où c'est plus possible, on n'y arrive pas, tout est débordé, le corps n'en peut plus, la tête n'en peut plus, on n'arrive plus à intégrer les différents changements de la vie, ce qui fait qu'au quotidien, on est dans une lutte permanente. Je ne vous parle pas nécessairement de dépression, ni de traumatisme, de tout ça, mais ce que je dis, c'est grosso modo que dans ces cas-là, ça peut être dur, chacun à sa manière. On ne va pas parler trop de troubles psychiques avérés dans ces cas-là. Je pense que j'en ferai peut-être une autre conférence pour ceux que ça intéresse. Il n'y aura aucun problème pour ça, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est super dur et que la tête et le corps sont saturés. Alors, la première étape, à mes yeux, c'est de reconnaître que ça ne fonctionne plus. Alors ça peut paraître très con, mais en fait quand on a la tête dans le guidon, je peux vous assurer qu'on s'en rend pas compte. Donc on peut vraiment continuer comme ça très longtemps, et puis on peut se dire aussi qu'on va y arriver, que de toute façon c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire, etc. Et puis je vous dis ça aussi en ayant conscience de tous les gens, et alors les femmes, j'en parle pas parce que c'est pire, tous les gens qui ont une voix tyrannique dans la tête et qui s'attendent au tournant comme pas possible. Et ces gens-là, quand ils vont pas bien, ils s'en veulent d'aller pas bien. Et du coup, ça fait un espèce de cercle vicieux où ils s'attendent au tournant, alors que ce qu'il leur faut dans ces moments-là, c'est super difficile à le faire vis-à-vis de soi-même, hein. On n'a pas été élevé forcément comme ça. Mais dans l'idéal, ce qu'il faut dans ces moments-là, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance de l'entourage,
Mais à minima, c'est de la bienveillance déjà de soi à soi, c'est-à-dire de se dire, mais là, je suis pas bien, donc j'ai besoin de bienveillance de moi à moi. Et donc de pas s'attendre dans un truc de se dire, ouais, j'arrive même plus à travailler, j'arrive plus à faire ça, et tu te rends compte, et il y a ci, et il y a ça, et j'ai même pas fait ça. Non, c'est là. Donc quand je vous disais première étape de reconnaître que ça ne fonctionne plus, c'est parce qu'en faisant cette reconnaissance, cet état de fait, ça vous force aussi, du coup, à vous mettre dans cette position d'observateur et non plus de juge vis-à-vis de vous-même et à vous dire, bon, ok, là, il va falloir faire quelque chose. Il faut que je puisse faire quelque chose pour moi-même ou que j'aille demander de l'aide ou que je demande aux autres de m'entourer. Enfin bref, il y a quelque chose à faire. Mais donc, première étape, la reconnaissance de ce qui ne fonctionne plus. Là, accepter la notion de temps. Pareil, ça peut vous paraître débilissime, mais pourtant c'est une évidence et c'est surtout sine qua non. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a rien qui se passe. Quelqu'un qui va mal et qui n'a pas le temps, l'urgence augmente son malaise. C'est-à-dire que, et je vous donne un exemple tout con, moi quand je vois des gens qui arrivent en thérapie et qui me disent ça va prendre combien de temps, je leur dis toujours la même chose, parce que dans ma pratique, on ne peut pas prédire le nombre de séances. Pourquoi? Parce qu'on estime que la personne, de la même manière qu'elle vient libre d'elle-même, elle repartira libre d'elle-même, c'est-à-dire que c'est une démarche consciente, singulière, personnelle, qu'on va entamer soi-même et qu'on va arrêter de soi-même. C'est pas un truc infantilisant dans lequel vous allez être pris par la main et puis sur lequel on va vous dire à la fin, bon, vous avez fini, vous pouvez vous en aller. Non, c'est un travail d'exploration de long cours, donc en longue haleine, quoi. Ça peut durer effectivement 6 mois, un an. Il y en a qui sont là pendant 3 ans, il y en a qui sont là pendant beaucoup plus. Il y en a qui ont peut-être d'ailleurs parmi vous fait 20 ans de psychanalyse. Donc ça, c'est propre à chacun. Ce que je cherche à vous dire, c'est que la notion de temps pour aller mieux, pour aller bien, pour se remettre d'un événement qui est difficile, j'ai envie de vous dire, le temps ne devrait même plus être une limite à ce stade. Pour celui qui connaît cette souffrance-là de se sentir à ce point mal, on ne devrait pas avoir de notion de temps. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est là? Bah parce qu'on a tous la pression, on sait que le temps passe, on sait que la vie n'est pas éternelle, on sait que la vie est courte. Donc c'est pour ça qu'on a toujours ce truc du temps, du temps, du temps, du temps. Bon, et aussi potentiellement parce que le temps c'est de l'argent et que la thérapie aussi ça coûte de l'argent. Donc l'un dans l'autre, on retombe un petit peu sur nos pattes. Mais je vous dis tout ça pourquoi? Parce que ça n'a pas de prix de se prendre ce temps-là pour soi quand on va pas bien et qu'on arrive à ce stade où les choses ne sont plus possibles comme avant. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde et je dis pas que c'est facile à faire ou quoi que ce soit, mais c'est cette idée de se dire, ok, là, je vais avoir besoin de temps pour me remettre, pour accepter ce qui est en train de se passer, pour faire le point avec moi-même, pour comprendre les répercussions que ça a sur moi, sur mon entourage et de quoi je vais avoir envie derrière. Vous voyez, donc c'est vraiment un espèce de table rase, remettre les compteurs à zéro de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe maintenant pour pouvoir repartir sur quelque chose qui est en fait réapproprié, c'est-à-dire sur lequel on a fait un travail d'acceptation que, ok, ce n'est plus ce que c'était, de guérison de la peine ou de la souffrance ou de la colère qui peuvent ressortir de tout ça, puis de réflexion, de se demander, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est vraiment un travail en plusieurs étapes. C'est pas nécessairement un travail que vous êtes obligé de faire avec un psy. Je vous conseille vivement de le faire accompagner par un psychologue. J'estime que quelqu'un qui se fait accompagner par un sophrologue à défaut de rien du tout, je préfère largement un sophro que personne. C'est-à-dire que partout où vous allez trouver une aide, une oreille, quelque chose qui vous apporte du réconfort, du bien-être, toutes ces choses-là sont bonnes à prendre. Ça ne veut pas dire qu'elles se valent entre elles, qu'elles font la même chose, etc. Mais quand on est mal et qu'on arrive à aller trouver un appui à l'extérieur et à faire ce geste d'aller chercher à l'extérieur de soi quelque chose qui va nous faire du bien, même si c'est pas dans l'immédiat, même si c'est pour dans quelques temps, c'est déjà tellement précieux. Ne refusez jamais une aide quand vous avez les moyens d'y aller. Voilà. Ne refusez jamais une aide et tout est bon à prendre à ce niveau-là, de toute façon. Parce que, a priori, que ce soit la sophro, la naturo, la psycho, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, a priori, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'est tout ce que je cherchais à vous dire. Et donc,
accepter la notion de temps et dans la même idée, accepter, reconnaître qu'il va y avoir des difficultés un certain temps. Je vous dis ça. Pourquoi? Parce que les gens se découragent rapidement quand ils sont dans une période de grosses difficultés et qui font tout pour s'en sortir. Ils se découragent des fluctuations. Or, dans les périodes de grand chamboulement, parce qu'on a vécu un deuil, une perte, parce qu'on a eu un choc traumatique, parce qu'on a eu vraiment quelque chose qui est venu nous remuer, changer notre vie, factuellement, symboliquement, dans ces moments-là, même quand on obtient du bien, il n'y a plus rien qui est périn. Il y a un temps où les choses sont d'une fragilité sans nom. Ça veut dire que ça bouge tout le temps. Et que dans une journée, vous pouvez avoir l'impression d'être complètement cyclotimique, c'est-à-dire changer de mood toutes les 3 minutes et demie, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une humeur extrêmement positive le matin, dégueulasse à 11h30, génial midi 30, catastrophique tout le reste de la journée, dormir en pleurant et vous réveiller le smile le lendemain. C'est-à-dire qu'il faut accepter que pendant un temps, vous ne vous ressembliez même plus à vous-même. Donc, c'est une période de mutation, c'est une période d'intégration, de changement. Mutation, j'aime bien ce terme, parce que je trouve qu'il représente bien le travail qui est en train de se faire à l'intérieur, qui n'est pas nécessairement, et ça c'est une vraie difficulté que je dois vous pointer, mais qui n'est pas nécessairement visible du dehors. Et c'est ça qui peut aussi être douloureux, parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intense et être tout dedans. Et donc, en fait, tout un chacun qu'on va croiser au quotidien, bon, parfois tant mieux, parce que ça nous préserve du coup, mais ça peut être aussi très déstabilisant de se dire qu'il y a certaines faiblesses, il y a certaines vulnérabilités, il y a certains changements drastiques qu'on vit à l'intérieur de soi et qui ne se voient pas de l'extérieur. Voilà. Ça, c'est un truc qui compte, faut le signaler. La quatrième étape dont je voudrais vous parler en termes de billes, euh, c'est d'aller convoquer les moyens nécessaires, moyens physiques, moyens psychiques, moyens spirituels. Je vous disais tout à l'heure que sophro, naturo, trumuche, mais dans la même ligne, si votre kiff c'est de faire de la peinture dans cette période-là, faites de la peinture. Si vous aimez écrire, écrivez. Si votre truc c'est le tricot, tricotez. Faites ce que vous voulez qui vous fasse du bien. C'est-à-dire que dans ces moments on part en quête de soi, en quête de réponse, en quête d'intégration, dans ce moment-là, vous pouvez vous appuyer sur tout, tout ce qui va vous apporter du soutien et un soulagement, que ce soit minime, infime, que ce soit majeur, on s'en fiche, vous prenez tout le positif qu'il y a à prendre. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le mouvement en face, il est tellement négatif, c'est tellement au travail et ça demande tellement, tellement, tellement d'efforts que si vous n'avez pas à un moment donné une espèce de dopamine au quotidien ou de temps en temps, enfin quelque chose qui vient vous recharger d'une manière ou d'une autre, c'est très difficile de tenir. Donc, cette, euh, ces occasions-là. D'accord? Et donc, convoquer les moyens nécessaires, je vous disais physique, parce qu'aussi, c'est prouvé, beaucoup le savent, que l'activité physique a une répercussion sur le mental. C'est avéré. En cas de choc, en cas de traumatisme, en cas de dépression, activité physique, moi je pense que ça devrait être une prescription médicale dans ces cas-là. Tellement que c'est un soutien pour le corps et l'esprit dans un moment comme ça. Maintenant, on ne vous dit pas de courir le marathon de New York, hein, mais par contre, vraiment de se dire dans ces moments-là que le mouvement, vous voyez, de la même manière, bon, il est en permanence, il est partout autour de nous, etc. Mais remettre du mouvement dans sa pensée en passant par le corps, il y a quelque chose qui est intéressant, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de passer un coup de fil en marchant plutôt qu'en étant assise au bureau. Vous voyez tout de suite que l'énergie n'est pas la même. Le fait de se mettre en mouvement, ça met du mouvement aussi dans la pensée. C'est pas magique. Il y a des jours où vous n'avez pas envie, il y a des jours où vous avez envie de rester dans le lit couché, mais ça apporte quelque chose. Et un petit quelque chose, plus un petit quelque chose, plus un petit quelque chose, in fine, ça opère un changement et ça permet surtout de tenir la route. Et ça, c'est hyper important parce que dans ce moment-là,
Ce qui compte, c'est de tenir la route. C'est un travail de fond, c'est une course de fond. Il faut de l'endurance dans le mal-être, c'est un petit peu triste à dire comme ça, mais il faut de l'endurance dans le mal-être dans ces moments-là pour tenir bon et se dire qu'à un moment donné, ça va s'intégrer et ça va finir par passer, par être derrière ou en partie derrière. Enfin, en tout cas, quelque chose de moins douloureux, de moins, de moins impactant, de moins effractant. Vous voyez? Donc ça, c'est l'idée. Donc tout est bon à prendre. Et se faire accompagner et s'entourer. Et quand je vous dis se faire accompagner, donc on parlait d'accompagnement tout à l'heure sur le plan psychologique, mais s'entourer de personnes qui nous font du bien, s'entourer de façon énergétique, c'est-à-dire de personnes qui nous rechargent, de personnes qui respectent aussi l'état dans lequel on est, qui vont entendre ce qu'on traverse, qui vont respecter nos limites dans ces moments-là, puisque les limites bougent et ne sont pas les mêmes quand on est dans une sale période que quand on est au top de notre forme. Donc ça, c'est encore une porte ouverte que j'enfonce, mais c'est pas grave, c'est toujours important de le rappeler. Donc l'idée, c'est de s'entourer d'une façon qui nous convienne dans ce moment-là pour que l'entourage soit le plus doux possible, le plus doux pour soi, le plus doux en fonction de vos besoins. Ça, c'est très important. Donc pour terminer, je vous invite à remarquer ce que ça nous montre, tout ce qu'on s'est dit ce soir au cours de cette conférence, c'est que ces épreuves qui nous forcent à apprendre la dynamique de la vie, donc, comme on disait tout à l'heure, les épreuves, elles nous apprennent, elles nous font grandir, etc. Mais donc, ce sont ces épreuves qui nous apprennent la dynamique de l'intégration. Donc, c'est dans ces moments difficiles qu'en fait, on se rend compte que l'intégration, c'est la clé. On ne peut pas se forcer malgré soi à intégrer quelque chose. On parlait en tout début de conférence, pour ceux qui étaient déjà avec nous, on parlait tout à l'heure je vous avais fait un petit parallèle en vous disant que en fait, l'intégration sur le plan psychologique, c'est le pendant de la digestion sur le plan somatique. D'accord? Et donc, oui, votre corps, si vous lui infligez un truc dégueu, peut-être qu'il va finir par le digérer, effectivement. Donc, c'est pas parce que la digestion, elle se fait que c'était bon pour vous. D'accord? Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que cette dynamique de la vie qui veut que les choses s'intègrent, puisque vous voyez, depuis le début, en fait, on pourrait se dire, mais ça rime à rien, de toute façon, tout ça, c'est que du blabla, puisque la vie, elle se passe, elle est là, que tu vives un truc atroce, merveilleux, ou ce que tu veux, ça se passe, et toi, tu es là, et puis dans 25 ans, tu seras plus là, et puis c'est comme ça, de toute façon, ça va se passer. Oui, en termes de résultats, je vous rejoins. D'ailleurs, c'est pas vous qui le dites, c'est moi, mais c'est pas grave, on va devenir fou. Euh, L'idée, c'est de se dire euh, comment on traverse la vie. Comment on traverse la vie. Bon, ça fait un peu philosophique sur la fin de la conférence. Moi, j'aime bien la philo. Euh, Comment est-ce qu'on veut traverser? On veut traverser au mieux, on veut traverser avec un sens, on veut traverser à l'envers, on veut traverser devenir dingue. Voilà. Donc, oui, certes, on démarre cette vie, il n'y a pas une tonne de temps, on a plein de choses à faire dedans. La question, c'est de se demander, bon, il y a des événements qui arrivent qui pourraient être des non-sens, vous voyez. Enfin, je pense que parmi vous, il doit y en avoir qui savent à quoi je fais référence. Quand on a des deuils horribles, quand on a des personnes autour de nous qui s'en vont d'accidents dramatiques ou ce genre de choses, ça pose la question du sens. Après, il y a évidemment la question de la croyance, de la foi, du bitachon qui vont intervenir, etc. Mais c'est en théorie. Sur la pratique, après, chacun va réagir un peu avec ce qu'il a au fond de son ventre au moment où ça se passe. Et ça, donc, ça pose des vraies difficultés et ça pose des questions éthiques et ça pose des vrais défis personnels à ces gens qui traversent ces épreuves-là. Ça force à aller chercher des outils dont on n'a même pas la connaissance. Enfin, je veux dire, peut-être même qu'ils sont même pas, ils n'ont pas encore été inventés, tellement qu'il y a des difficultés qui se posent de façon drastique dans la vie des gens. Donc, tout ça pour vous dire que on a commencé par le travail d'intégration que toute chose réclame de nous.
On a montré que pour des raisons diverses et variées, par peur, par manque de temps et parfois par flemme, on peut vouloir s'éviter tout ce travail, mais aussi que ce travail, il est de notre seul ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il est de notre seule responsabilité. Et que c'est l'épreuve qui vient nous forcer à le faire finalement. Donc mon regard un peu plus personnel sur tout ça, désormais, c'est qu'on ne devrait pas attendre, logiquement, d'être confronté à ces épreuves pour faire ce travail d'intégration qu'on peut tous faire de soi à soi. Surtout que quand on a pris le pli de faire ce travail d'intégration, quand il y a un événement dur qui vient se rajouter par-dessus, au moins ce qui est à intégrer est intégré. Je veux dire, il y aura à intégrer l'événement qui s'est passé, mais il n'y aura pas dans le deuil ou dans la difficulté ou dans cette souffrance immense l'obligation de devoir tout prendre à zéro. Après, personne ne prend de zéro réellement, mais je veux dire, quand il y a quelqu'un qui a déjà fait un travail d'intégration de lui à lui ou avec quelqu'un, il part pas de zéro. Il a ce truc où il a pris l'habitude d'intégrer. Les choses, elles se sont intégrées au fur et à mesure. Quand il y a quelqu'un qui avait jamais, jamais intégré les trucs, il a encaissé, 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 et bam, ça explose. Le moment où il doit commencer à faire ce travail d'intégration pour se récupérer personnellement, c'est long. Là, il y a du taf. Mais comme d'habitude, c'est jamais impossible. C'est-à-dire que, ouais, il y a du travail, mais on va faire le travail, d'accord? Donc ça, il y a toujours, autant qu'il y a de la vie, comme on dit, il y a de l'espoir. Donc il y a ce truc où, bon, c'est rude, c'est difficile, mais c'est faisable, ok? Donc mon regard, c'est qu'effectivement, on ne devrait pas attendre. On ne devrait pas attendre de traverser ces épreuves pour se retrouver à faire ce travail d'intégration. Moi, j'estime même que ça devrait être enseigné dans les écoles et que même ça devrait être le travail des familles d'apprendre à leurs enfants à se poser leurs propres questions, à intégrer de eux à eux ce que ça leur fait, leurs émotions, etc. Mais peut-être la génération qui arrive aura cette chance, je ne sais pas. Voilà, mais c'était pour vous faire cette conférence, pour vous parler de ces événements difficiles dans la vie qui peuvent venir heurter, compromettre en réalité notre fonctionnement. Et donc vous aurez compris que l'intégration, bah, c'est ce qui permet de bien fonctionner. Voilà, j'aimerais dédier cette conférence à l'élévation de l'âme de Muriel Anna Badjan Simra. Et je vous remercie à toutes pour votre écoute attentive. Waouh, c'était très très beau, Ariel, vraiment incroyable. Euh, J'ai été très très forte, professionnelle, succincte. Vraiment, j'ai tellement clair, d'une clarté et, euh, et d'une précision. Vraiment, tu es très fine d'esprit. Et je te Merci. remercie infiniment d'avoir donné cette conférence qui nous dit concrètement qu'on doit prendre le café avec soi tous les jours, prendre le café avec soi et, euh, et le travail d'intégration qui est très très fort. C'est vrai que nous, les femmes, on encaisse beaucoup et on a du mal à prendre le temps. Et c'est ça notre combat du wellness, notre volonté d'apporter du bien-être aux familles juives. Merci infiniment parce que ça demande énormément de travail de préparer cette conférence. Et je souhaite une belle élévation de l'âme pour ce défunt, Muriel Bezrat Hachem, qu'elle monte Merci. là-haut et qu'elle profite de de tous les bienfaits de cette conférence. Et on peut profiter, si tu le permets, d'ouvrir les micros si certaines souhaiteraient te poser des questions, Ariel. Tu es OK? Bien sûr, avec grand Je plaisir. désactiver tous les sons. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir les micros, chères participantes? Parce que là, Ah, mince, non. Désactiver tous les sons. Ah, pardon. Voilà. Vous pouvez rallumer vos micros, excusez-moi. Super. Voilà. Alors, celles qui souhaitent poser des questions, on a 5 petites minutes en direct avec Ariel. Oui, bonsoir. J'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci. C'était très clair, vraiment magnifique. Moi, j'avais une question sur le burn-out. Est-ce que c'est le même processus d'intégration et de digestion, comme vous avez parlé,
voilà, comment on fait pour se guérir d'un burn-out? Est-ce que d'abord c'est guérissable ou voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, 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 et tout à fait. Alors le burn-out, moi, en l'occurrence, en plus, ça fait partie de mes spécialités de prise en charge, mais le burn-out, oui, oui, tout à fait, ça se guérit. La seule chose qu'il y aura de spécifique par rapport à tout ce qu'on s'est dit, donc vous avez très bien compris, c'est le même processus d'intégration, il y a un travail d'intégration à faire. La chose qui est spécifique dans le burn-out, c'est il y a ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement. Et le syndrome d'épuisement, il est très spécifique au burn-out parce que c'est vraiment que les capacités, elles ont été saturées, sursaturées, et qu'en plus, vous avez pris sur vous un certain temps. Donc, en dehors du fait qu'il y a un travail d'intégration à faire, il y a surtout la question de la capacité qui peut être atteinte, c'est-à-dire une fatigabilité qui peut être une tendance à se fatiguer très très rapidement, une concentration qui peut être très difficile à solliciter, etc., etc. Donc, quand je vous dis ça, c'est juste pour vous signaler que c'est quelque chose de spécifique à prendre en compte. C'est pas du tout impossible de faire ce travail d'intégration en ayant un burn-out. Au contraire, c'est vivement, vivement recommandé. Là où le burn-out il est particulier, c'est qu'il vient attaquer vraiment la capacité à se concentrer. Vous pouvez avoir un mélange des mots, vous pouvez avoir comme des troubles cognitifs qui n'en sont pas, qui sont liés à la fatigue et au fait que vous ayez vraiment saturé vos capacités pendant très longtemps. Donc, ça, quand on dit burn-out, c'est vraiment que ça a cramé, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'idée, c'est simplement de pratiquer une thérapie qui soit pas. Il ne faut pas que ça vous sursollicite sur le plan cognitif. Il faut que vous puissiez faire tranquillement votre chemin, avec sérénité, avec bienveillance, bien accompagné, avec quelqu'un qui respecte votre rythme, etc. Et en même temps, que vous ayez le temps de digérer les informations, etc. Parce que si on vient au cours de la thérapie reproduire un petit peu le même schéma de sursolliciter votre esprit, ça vient rechoquer au même endroit, c'est pas bon. D'accord, c'est clair, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Ariel, pour ta réponse. Vraiment, c'est une clarté incroyable, grâce à Dieu. Est-ce que il y aurait une autre participante qui souhaiterait poser une question à Ariel en direct? Non, apparemment, tout était hyper clair, très clair. On te remercie beaucoup, Ariel. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes de vous être connectées, d'avoir été là avec nous. Je suis très contente et ça m'a fait beaucoup de Participante. bien en plus personnellement de refaire une conférence sur le wellness. J'adore ça. Donc vraiment avec grand, grand plaisir et merci à toutes. En plus, je crois que vous étiez nombreuses ce soir. Merci Hein? à toutes les participantes et Ouais, merci à toi, Ariel. C'était vraiment magnifique. On vous envoie le replay pour partager autour de vous. Et puis, merci. on se retrouve, si Dieu veut, dans 2 semaines. Et de Merci. bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, avec la libération de tous nos frères, nos otages, la, vraiment la foi, la guérison à tous nos soldats et à tous les malades d'Israël et qu'on assiste très prochainement à la libération définitive du âme Israël, si Dieu veut, Amen. Merci beaucoup, Yardena. Je t'embrasse et je vous embrasse à toutes. À Beat bientôt. vacances, si Dieu veut.